Dans la première partie, nous prenons contact avec un sujet qui, à une époque où les récessions et toutes sortes de formes de tensions sociales sont en ascension, prenons donc contact avec un sujet, les blocages de l'intelligence. Pour les gens, évidemment, qui se savent intelligents, mais qui ne se vivent pas pratiquement avec leur intelligence, Bernard de Montréal nous entretiendra sur les moyens de débloquer cette intelligence. Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, il semblerait qu'il y ait, pour bien des gens, de multiples présentations de l'intelligence. Vous nous en avez apporté une, qui semble être la seule et l'unique. Et en même temps que les gens ont à essayer de se définir dans un cadre de vie ou d'action intelligente, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages à manifester des actions ou des mouvements qui ont une durabilité, qui ont une profondeur, qui ont une présence dans un échange avec les autres. Et les gens se remettent facilement en question face à de l'intelligence ou à ce qui est intelligent. Est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, définir ce que vous percevez comme étant de l'intelligence? Est-ce qu'on peut, exemple, associer de la compétence, du talent, de l'intelligence, ou si l'intelligence a une dimension qui lui est propre dans votre langage? Pour vous donner une image, si vous regardez l'atmosphère, puis vous avez des nuages, vous avez du brouillard, vous savez qu'il y a un soleil au-dessus des nuages. Mais vous pouvez fonctionner parce qu'il y a toujours la lumière qui passe à travers les nuages. Ces couches atmosphériques. L'intelligence, dans sa dimension créatrice, c'est l'accès au soleil, c'est l'élimination des nuages, c'est l'élimination de tout ce qui brouille. Donc, l'homme, sur le plan matériel, il a un certain niveau d'intelligence, qu'on appelle ses talents, ainsi de suite, sa performance, mais tout ceci fait partie des nuages. Donc, tout ceci fait partie de ce que j'appelle la qualité astrale de sa personnalité. Ça fait partie de sa programmation. L'intelligence, dans le sens créatif du terme, demande que l'homme aille plus loin que ça, que l'homme aille plus loin que les nuages, que l'homme aille plus loin que les substances qui sont près du sol. Mm-hmm. Et ça demande ça demande une capacité chez l'individu de réellement comprendre la nature, la fonction, la nécessité de son identité. De l'intelligence, c'est l'application intégrale de notre identité propre. Et quand je parle d'identité, je parle d'une identité irréprochable, irrévocable. Un homme qui est dans son identité est automatiquement, naturellement dans son intelligence. Et les conditions inférieures, les conditions atmosphériques, si vous voulez, qui font partie de notre personnalité, qui font partie de notre culture, qui font partie de notre mémoire, sont des aspects inférieurs de cette intelligence-là. Donc, ce sont des aspects qui diminuent notre identité. L'homme n'est pas dans son identité. L'homme n'a pas d'identité. L'homme n'est pas capable de penser parfaitement, intégralement, 100% pour et par lui-même. L'homme est toujours supporté dans sa conscience mentale par une forme d'intelligence, par de la mémoire, par de la culture, qui fait partie de ces niveaux inférieurs-là.
qui le distance ou qui crée une barrière entre lui, sur le plan matériel, et son intelligence, qui serait techniquement le soleil. Pour prendre votre exemple, où vous dites qu'il y a des nuages qui nous coupent du soleil, est-ce que les nuages seraient le reflet de la personnalité ou l'expression? Les nuages sont sa personnalité. L'homme ne vit que de sa personnalité. Sa personnalité est le résultat d'une accumulation, d'une sommation au cours de sa vie, d'une multitude d'influences directes, évidentes, subliminales, et ceci colore son ego. Idéalement, on cherche à éliminer ces nuages-là. Est-ce que ça voudrait dire que l'évolution d'un être humain, c'est d'éliminer sa personnalité ou d'éliminer ce qui a construit par impression sa personnalité? On ne cherche pas à l'éliminer. On cherche à changer la position des nuages. On cherche à restructurer les façons de penser. Mais l'homme ne cherche pas à éliminer. Il voudrait éliminer. Il ne sait pas comment éliminer. L'homme veut des méthodes, l'homme veut des techniques, l'homme fait du yoga, il fait de la spiritualité, il fait de la recherche métaphysique, il fait de la philosophie. Mais ça fait partie de restructurer les nuages, de repositionner les nuages. Et ça, c'est une illusion parce que la conscience humaine, l'identité de l'homme va au-delà de sa personnalité. Pour que l'homme ait accès à cette intelligence-là qui est universelle, il faut que sa personnalité soit transmutée, qu'il devienne une personne. Devenir une personne ou être une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de soutenir seul ce que l'on sait, d'être capable d'actualiser par soi-même ce que l'on sait, sans le support psychologique de cette infrastructure-là, qui est responsable pour le phénomène de la personnalité. Donc, ça demande une alliance très, très étroite avec notre réalité. Et notre réalité, on ne peut pas la regarder d'un point de vue philosophique, parce que la philosophie peut pas décrire la réalité. La réalité, ça fait partie de la description créatrice de l'intelligence. C'est pas par la philosophie ou par la manutention de certains concepts qu'on peut en arriver à savoir ou à saisir qu'est-ce que c'est le réel. Mais pour ça, pour que l'homme en arrive à être dans sa réalité et à goûter de cette intelligence-là, il faut qu'il apprenne à cesser de changer les meubles de place et qu'il apprenne graduellement à vivre dans sa maison ou sur son plan humain, libre de tous ces meubles-là qui font partie de l'atmosphère, qui sépare l'être humain sur le plan matériel de ce soleil-là qui est son intelligence. C'est pas sorcier être intelligent. C'est la chose la plus simple au monde, dans sa mécanicité, dans sa pénétration, dans sa fonction. Par contre, c'est très difficile parce que on vit réellement sur la Terre dans une atmosphère qui équivaut, pour l'être humain, à la création d'un mur entre lui-même et ce soleil-là, ou cette source-là, ou son intelligence. Et on est obligé, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de mise en vibration du mental humain, de parler ou d'écrire des livres qui sont techniquement occultes pour forcer l'homme à avoir une compréhension dimensionnelle du réel qui dépasse ce que les meubles ou ce que sa culture a créé. Et c'est là que l'identité commence à se faire sentir chez l'homme. C'est là qu'il commence à réaliser combien c'est difficile d'être dans son identité, de ne pas vivre dans sa personnalité, mais de vivre dans sa personne. Et le résultat, la conséquence de ce mouvement-là de l'homme, qui est un mouvement évolutif, c'est le contact avec cette intelligence-là, c'est le contact avec même télépathique avec cette intelligence-là. C'est la réalisation éventuellement que l'homme est un être multidimensionnel, que l'homme n'est pas simplement un être matériel, que l'âme, c'est la mémoire, que l'intelligence, c'est quelque chose qui fait partie d'autres dimensions, d'autres niveaux organisationnels du cosmos invisible. Donc l'homme va être obligé au cours de l'évolution de prendre conscience que la structure des mondes invisibles,
soutient son organisation psychologique. Et ça va l'amener à comprendre le phénomène de la pensée. Et tant que l'homme ne comprendra pas le phénomène de la pensée, l'homme ne pourra pas accéder à ce qu'on appelle l'identité. À ce moment-là, il va demeurer simplement en orbite spirituelle, comme il l'a été pendant des siècles. Puis il va s'attacher d'une façon ou d'une autre, selon sa sensibilité, à des modes de recherche, à des valeurs spirituelles, à des systèmes d'identification psychique qu'on appelle le yoga, la méditation, la philosophie ou tout ça. Et ça fera simplement partie de son expérience spirituelle. Vous dites que c'est facile d'être intelligent. Est-ce que le fait que les gens perçoivent ça comme difficile est dû au fait qu'ils n'orientent pas leur regard dans la bonne direction? Le fait que les gens perçoivent ça comme difficile, c'est parce qu'ils orientent leur regard dans une direction ou dans une autre. En orientant son regard dans une direction ou dans une autre, l'homme tente à chercher à se mettre en focus ou à mettre une mainmise sur quelque chose, et tu ne peux pas mettre ta main sur de l'intelligence. De l'intelligence, c'est de l'énergie, ça se connecte aux neurones, ça se manifeste chez l'être humain, et tant que l'homme va chercher à radicaliser sa conscience, c'est-à-dire établir des priorités d'évolution, des priorités de valeur psychologique, des priorités face à un consensus personnel par rapport à une évolution quelconque, l'homme ne pourra pas entrer dans son identité parce que l'identité humaine, ça fait partie de la cosmicité de l'homme. Ça fait partie de sa lumière, ça fait partie de son lien télépathique avec le plan supramental ou le plan mental supérieur. Ça fait partie de son contact direct à des échelles qui, pour lui, aujourd'hui, sont invisibles, mais avec des entités dans l'univers de la lumière qui travaillent à l'évolution de la pensée puis à la mise en marche sur le plan humain, planétaire, de certaines notions qui électrifient son mental et qui, avec le temps, pourront le rendre libre, c'est-à-dire le rendre totalement indépendant de la mémoire humaine. L'homme utilise trop sa mémoire. L'évolution a fait en sorte que la mémoire est devenue chez nous une mesure de notre intelligence. Il y a des gens qui ont beaucoup de mémoire et qui vont dire, bon ben, moi j'ai beaucoup d'intelligence. Il y a des gens qui vont à l'université, puis ils ont beaucoup de mémoire, ils vont avoir une maîtrise, ils vont avoir un doctorat, ainsi de suite. Puis parce qu'ils ont beaucoup de mémoire, ils ont beaucoup d'intelligence. Mais cette intelligence-là, ce n'est pas de l'intelligence créatrice. C'est simplement une accumulation de mémoire. C'est une capacité d'utiliser ce mémoriel-là, cette matière-là, d'une façon qui est avantageuse pour l'ego, parce qu'elle permet à l'ego de se comparer à un autre ego qui n'a pas une aussi grande facilité d'utiliser sa mémoire. Et l'homme va découvrir dans le processus de développement de cette intelligence créatrice-là, au cours de l'évolution, que sa mémoire intellectuelle, qui en soi est utile, est valable pour traiter de choses qui font partie de la matière, devient totalement invalide, sans aucune valeur, lorsqu'elle traite des dimensions qui sous-tendent la condition humaine, qui sous-tendent la condition évolutive du royaume, que ce soit le matériel ou que ce soit le plantaire ou l'animal ou l'homme. Il y a beaucoup plus à la réalité de l'intelligence ou de l'intellect humain que la simple perception mémorielle des facettes conceptuelles que lui s'est créé au cours de l'évolution pour agrémenter son ego, pour faire des jeux d'esprit, pour avoir l'apparence d'être philosophe, ou pour avoir même l'impression d'être scientifique. Est-ce qu'il est possible d'être intelligent si on n'a pas conscience des plans dont vous mentionnez, des plans subtils, de la source? L'homme n'a pas besoin d'être conscient. Faut être précis quand on parle de conscient. Être conscient des plans, avoir une certaine conscience des plans, ça se fait à différents niveaux d'évolution. Un homme peut être conscient des plans sur le plan télépathique. Quand l'homme est en communication télépathique avec le plan mental, c'est évident qu'il devient conscient du plan mental. Par contre, l'homme peut être conscient du plan mental en pouvant s'extraire de son corps matériel puis d'être en contact direct avec le plan mental sur le plan éthérique. Par contre, ce n'est pas nécessaire que l'homme aille à ces extrêmes-là pour être conscient. Pour que l'homme ait conscience, pour que l'homme sente sa conscience, faut qu'il en arrive un jour à cesser de vérifier la nature polarisée de ses pensées. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme en arrive un jour à cesser de mettre de la valeur polarisée dans ses actions, puis de la valeur polarisée dans son mental. Parce que la polarité, le fameux yin puis le fameux yang que les orientaux nous ont parlé pendant des siècles,
Puis la polarité que nous connaissons dans le monde occidental, c'est simplement la structure psychologique du moi qui permet à l'ego de s'enfermer dans une atmosphère qui le coupe de cette lumière-là que j'appelle l'intelligence créatrice. C'est évident que la polarité existe dans l'univers, la polarité existe au niveau matériel, la polarité existe au niveau de la pensée, la polarité existe au niveau des émotions, mais la polarité, ce n'est pas un absolu. Et un jour, les hommes, même la science, sera obligée un jour de réaliser que la polarité n'est pas un absolu. Si la science aujourd'hui était capable de comprendre et d'appliquer les lois les lois du vacuum spatial à des systèmes de transport où l'énergie serait totalement dépolarisée, l'homme pourrait voyager d'une planète à une autre, dans des systèmes, dans des véhicules totalement différents, non seulement en termes de leur définition de transport, mais aussi en termes de leur lien énergétique, moléculaire, atomique avec la conscience humaine utilisée. Donc, l'homme a beaucoup à apprendre, autant sur le plan scientifique concernant la polarité de la matière, que l'homme a à apprendre sur le plan psychologique concernant la polarité des valeurs. Et la polarité, c'est une condition fondamentale qui exclut, dans le cosmos invisible, les êtres d'une réalisation d'un lien ou d'une liaison parfaite avec toutes les forces créatrices qui existent sur ces plans-là. Donc, la polarité, dans le fond, c'est une nécessité fondamentale à l'évolution de la conscience, c'est-à-dire à la conscience expérimentale. Mais ce n'est pas une condition psychique absolue qui existe dans la conscience humaine. Et la partie ou l'aspect de la conscience humaine qui est polarisé, c'est la personnalité. L'aspect de la conscience humaine qui est libre, ou de plus en plus libre, de ce qu'on appelle la polarité, c'est-à-dire la gestion du bien puis du mal, la gestion du vrai puis du faux, la gestion du bon puis du mal. Ceci ne fait pas partie de la personne. Un homme qui est dans sa personne ne vit pas de la polarité du bien et du mal. Il est dans une conscience créatrice qui est capable de comprendre la valeur du bien, puis qui est capable de comprendre la fonction du mal en fonction ou par rapport à la programmation de l'homme ou par rapport à la programmation d'une civilisation. C'est comme si vous regardez le phénomène hitlérien, le phénomène nazi, le phénomène communisme. La polarité, la fonction de la polarité ou la fonction du mal nazi par rapport à l'évolution socio-psychologique de la masse humaine à la fin du 20e siècle, ça se comprend. La fonction, la polarisation qu'a créée Napoléon, ça se comprend par rapport à l'éducation psychologique de la race française en fonction de son partnership avec les races européennes. Donc, la polarité permet à l'homme de comprendre d'une façon très, très équilibrée la lutte des classes, la lutte des esprits, la lutte des composantes extraordinaires qui constituent la sommation totale des forces actives sur une planète. Et on en connaît simplement un petit peu de ces forces-là. Mais à partir du moment où l'homme est dans une conscience créatrice puis qui regarde le mal hitlérien ou qui regarde le bon, disons, des sociétés démocratiques, il est capable à ce moment-là de voir jusqu'à quel point les forces en opposition ont besoin éventuellement de synthèse, c'est-à-dire de lumière ou d'intelligence, pour que l'humanité passe de l'évolution à l'évolution, pour que l'homme passe d'une conscience purement expérimentale à une conscience créatrice, pour que l'homme passe d'une formation totalement académique en ce qui concerne la nature de l'intelligence à un niveau totalement créatif concernant cette même intelligence-là. Et ça fait partie de l'évolution. Mais je dis que dans la formation de la race racine, des races racines de l'évolution, la polarité a été tellement mise en relief par rapport à la synthèse des forces créatrices qu'aujourd'hui, on a perdu contrôle de notre intelligence et on est devenu des esclaves de la polarité, on est devenu des esclaves du bien et du mal. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, maintenant que les valeurs sociales et les valeurs spirituelles sont en grande transmutation, mais on vit des chocs culturels, on vit des chocs à tous les niveaux, on vit des chocs ethniques, on a vécu des chocs pendant des années entre la Russie et les États-Unis, puis on vivra des chocs plus tard avec la Chine. Donc, il va falloir un jour que l'homme, sur le plan de sa conscience individuelle, en arrive à comprendre que de l'intelligence, c'est libre, de l'intelligence, c'est gratuit, de l'intelligence, c'est facile, de l'intelligence, c'est accessible. Par contre, ce qui nuit et ce qui construit le mur entre l'homme et son intelligence, c'est la polarisation
de son mental, que lui continue constamment à cultiver et à cultiver et à cultiver. Puis vous n'avez pas besoin d'aller loin. Quand vous vous rencontrez dans des cafés, puis quand vous êtes à l'université, puis quand vous êtes dans des classes, puis que vous discutez vos idées et que vous devenez temporairement de petits idéologues, vous vous apercevez que ça prend pas beaucoup pour que vous soyez en guerre. Donc, le facteur de guerre dans vos rapports psychologiques, le facteur de guerre qui devient pour vous autres, dans un sens, une mesure de votre intelligence polarisée, c'est ce qui permet à l'humanité de demeurer dans sa crasse, c'est ce qui permet à vous, dans votre individualité, de demeurer dans votre crasse, et à ce moment-là, vous vous demandez pourquoi est-ce que l'homme n'est pas intelligent. Bon, ben, il va falloir que l'homme apprenne à se décrasser, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'homme apprenne un jour à réaliser, à comprendre que l'intelligence créatrice n'a rien à faire avec vos talents. Bon, si je comprends bien, Bernard, le principal nuage qui se présente à l'intelligence de l'homme, c'est la polarité. C'est ce qui structure son nuage, c'est ce qu'il crée, c'est ce qu'il maintient. C'est ça. L'être intelligent est neutre. Si je le comprends bien, cette neutralité-là lui permet de se véhiculer dans les deux mondes. Mais est-ce que cet être-là qui est neutre est mêlé à la polarité des proches ou des gens avec lesquels il fonctionne? Ou si le fait de sa neutralité, ça le retire? S'il est neutre, un homme qui est neutre peut être parmi des hommes neutres ou il peut être parmi des hommes qui sont polarisés, dépendant de ce qu'il veut faire, dépendant de ce qu'il veut vivre, dépendant de sa propre vibration. Par contre, un homme qui est neutre, il est neutre. Comme on dit souvent, un homme conscient ou un homme initié, ou un homme conscient, oubliez le terme initié, un homme conscient qu'il aille n'importe où dans le monde, ou qu'il rencontre n'importe qui dans le monde, ne sera jamais affecté par la polarité de ce qui se passe. Il est évident qu'à cause de sa sensibilité, il va participer moins longtemps à la polarité qu'un homme inconscient. Par contre, il est capable de participer à la polarité et de la regarder de loin en tant qu'observateur, mais il ne sera jamais influencé par elle, il ne sera jamais pollué par elle, ne sera jamais contaminé par elle. Parce qu'un homme conscient n'a pas d'idées préconçues, c'est-à-dire qu'il a des idées créatrices. C'est parce qu'on a des idées préconçues qu'on est attiré à une polarité ou à une autre. Si on n'avait pas d'idées préconçues, qu'on avait simplement des idées créatrices, des pensées créatrices, et que dans l'instantané, on était capable de faire le partage du bien ou du mal, du bon ou du mauvais, ou de la polarité, on vivrait pas, on serait pas assujetti à l'influence. Et l'influence, c'est la plus grande mesure, ou la plus grande démesure de l'inconscience humaine. Un homme qui est influençable, qui est influencé, n'a pas d'identité. Et dans la mesure où on est polarisé, on manque de cette capacité de ne pas être influençable. L'influence, c'est l'influence qui polarise le monde. C'est l'influence qui polarise les sociétés. C'est l'influence qui polarise les individus. Puis l'influence, c'est quoi? C'est le manque d'identité. L'influence, c'est un égrégore, ou l'influence, c'est du poison à rat. L'influence, je lisais un livre, ma fille lisait un livre dernièrement, là, puis c'est un livre intéressant. Un livre écrit par un juif américain, Dershowitz, qui est un avocat qui a beaucoup de talent. Bon. Je peux pas utiliser le mot intelligent pour l'homme, mais je peux dire qu'il a beaucoup de talent. Puis, quand on feuillette le livre puis qu'on passe à travers le sentier intellectuel, psychologique, philosophique de ce juif-là, qui étudie le phénomène ou le problème juif aux États-Unis ou le problème juif historiquement parlant, il y a des parties où on sympathise avec lui, puis il y a des parties où on dit, bon, ben là, il va un petit peu trop loin, puis il y a des parties où on sympathise avec lui, puis il y a des parties où on dit, il va un petit peu trop loin. Mais nous, en tant que lecteurs, on doit demeurer totalement libre par rapport à la position de ce juif-là. Ceci nous permet à ce moment-là de dire, bon, ben, dans tel cas, il a raison, dans tel cas, il n'a pas raison. Si on rencontrait le juif, on pourrait dire, bon, ben, dans tel cas, tu as raison, dans tel cas, tu n'as pas raison. Mais si on est influencé par ce juif qui a beaucoup de talent, qui est bon écrivain, puis qui est bon manipulateur, parce que tous les gens qui ont du talent sont manipulateurs, à ce moment-là, on est fait. On va sympathiser pour le juif. Fait que là, si tu sympathises pour le juif, puis après ça, tu as un problème avec le nègre, là, tu vas en prendre pour le juif ou contre le nègre. Si tu sympathises pour le juif, puis tu regardes le néo-nazi, mais là, tu vas sympathiser pour le juif contre le néo-nazi. Mais si tu te retournes d'abord, puis après ça, tu es capable, parce que tu es polarisé, tu regardes le néo-nazi. Puis le néo-nazi écrit un livre, puis tu regardes ses positions, probablement qu'il va avoir un petit peu moins de bon sens,
à longue haleine que dans le cas du juif, parce que c'est plus radical, le néo-nazi, que le juif, qui représente réellement un état d'esprit établi depuis longtemps. Par contre, tu pourrais trouver dans le néo-nazi des facettes particulières qui feraient de lui un être qui a certaines sensibilités par rapport à certaines réalités des forces sociales. Puis d'un autre côté, tu pourrais avoir un autre aspect de lui qui serait réellement un avortement de l'intelligence. Donc, mais ça te permettrait de parler aux néo-nazis, ça te permettrait de parler aux juifs, ça te permettrait de parler aux noirs, ça te permettrait de parler à l'arabe, puis de voir que tous les hommes sont polarisés dans leur mental, et de voir que tous les hommes ont des bons aspects dans leur mental, puis des mauvais aspects dans leur mental, puis que toi, ta job en tant qu'être conscient, c'est de pouvoir observer la polarité. À ce moment-là, si tu es capable d'observer la polarité, tu vas être tellement dépolarisé que quand tu vas les rencontrer, ces gens-là, ce noir-là, ou ce néo-nazi-là, ou ce juif-là, ou cet arménien-là, tu vas être capable de parler avec eux autres parce qu'ils se sentiront pas menacés. Donc, un être conscient ne menace pas l'homme polarisé. Et ça, c'est une mesure de l'intelligence. Tandis qu'un homme qui est polarisé, qu'il soit très talentueux, va toujours menacer. Fait que le juif, lui, le néoconservateur juif Dershowitz, il menace aux États-Unis certains juifs libéraux. Il menace même la politique d'Israël. Donc, il crée une tension même à l'intérieur de son propre peuple. Donc, ce que je veux dire, quand je parle d'intelligence, je dis que l'intelligence, elle est créatrice, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à aucune fonction polarisante. L'intelligence créatrice ne polarise pas. Et elle permet à l'être, dans son expérience, à tous les niveaux, les hommes, les races, les nations, d'évoluer dans leur noirceur, vers leur lumière, dans leur propre temps, mais tout ça te permet en attendant d'avoir du plaisir, de rencontrer des gens, un noir, un juif, un arabe, un ci ou un ça, puis de réaliser que ces gens-là ont certaines sensibilités au lieu de vivre une guerre par rapport à eux autres, parce que lui c'est un juif, puis toi t'es un arabe, ou lui c'est un juif, puis toi t'es un noir. Tu peux pas avancer dans le dialogue psychologique avec des êtres humains si tu n'en arrives pas un jour à vivre par rapport à eux simplement une position psychique qui te permet de t'entretenir sur le fond psychologique de la conversation en fonction de l'esthétique de l'esprit, c'est-à-dire du talent qu'ils ont, mais qui demeure, qui fait en sorte que tu demeures toujours un être libre. L'âme conscient, l'intelligence créatrice, elle est libre, elle n'est pas polarisée. Donc là, tu bénéficies de ton identité, puis ce bonhomme-là, ou ces bonhommes-là, ou ces hommes-là, ne te sentiront pas polarisés, donc ils seront agrémentés par ta présence. Puis tu pourras même leur amener des points intéressants qui probablement allégeront leur polarité, qui probablement les rendront moins polarisés avec le temps. Donc, tu les aideras petit à petit à devenir un petit peu plus des personnes que des personnalités. Ça fait partie du pouvoir créatif de la conscience. Ça fait partie de la sommation, de la sommation puissante de son égrégore créatif. Et au fur et à mesure que des hommes auront cette conscience créatrice-là, mais l'évolution sur la Terre se fera. C'est évident que ça va se faire à long terme, parce qu'on parle de l'évolution d'une race, d'une conscience nouvelle. Mais sur le plan individuel, dans la famille, dans nos rencontres, dans nos liens humains, on pourra se placer par rapport à des individus et bénéficier plus facilement de cet ordre créatif qui fait partie de la conscience de tous les hommes, parce que au-delà du nuage, au-delà de cette atmosphère qui colle un peu à la planète, tous les hommes ont un soleil. Mais quand on est polarisé, on a de la difficulté à sentir le soleil de l'autre, et c'est pour ça qu'on est toujours en guerre. Donc, si on est en guerre individuellement, demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec les Mohawks, puis pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec les Russes, pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec ci, pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec ça. C'est ça, l'expérience de l'intellect sur la Terre. C'est ça, l'idéologie de l'intellect. Et tous les hommes sont idéologisés. Il n'y a pas un homme sur la Terre qui n'est pas idéologisé. Si on n'a pas été idéologisé par la religion, on a été idéologisé par la politique. On est tous des êtres idéologisés. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas un homme sur la Terre, techniquement, qui a le pouvoir de savoir par lui-même, sans aucune référence expérientielle planétaire. C'est ça, le manque d'intelligence. Alors, une personne qui vit dans un monde qui est polarisé,
si il est conscient et neutre, est-ce qu'il est capable de s'impliquer ou de s'engager dans des relations humaines, dans un travail, si finalement il est toujours en situation d'observation? Cette, je dirais, habilité à être neutre, là, cette capacité psychique à être neutre, ne semble pas lui permettre, du moins du point de vue de la sensibilité, ne semble pas lui permettre de pouvoir s'engager. Donc, il va être naturellement exclu s'il ne peut pas s'engager. Parce que les gens qui vivent dans une polarité demandent à un individu de rentrer dans ses rangs et de fonctionner dans ses rangs, dans la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'un être intelligent peut être engagé ou peut s'engager dans quelque chose? Un être intelligent peut s'engager, mais il va toujours s'engager intelligemment. Ce qui veut dire que il va toujours vivre son expérience. Son expérience va toujours être sous son contrôle. Toujours sous son contrôle. Ça a quoi comme conséquence? C'est pas parce qu'un être est conscient ou qu'un être vit au niveau d'une synthèse mentale ou qu'un être vit réellement dans un mental libre, neutre, dépolarisé, qui n'est pas capable de s'engager. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est très, très intéressant pour un être conscient de s'engager. Seulement qu'il va s'engager dans la mesure où les gens qui sont polarisés et avec lesquels il est engagé sont suffisamment intelligents pour reconnaître sa sensibilité. C'est-à-dire reconnaître qu'étant engagé, mais aussi étant libre, il ne peut pas indéfiniment supporter, ou il ne pourra pas indéfiniment supporter le caractère réellement difficile de leur polarité. Fait que c'est lui qui va choisir. C'est pas il y a des gens merveilleux dans le monde. Vous savez, moi je rencontre des gens, des psychologues, des médecins, des hommes normaux, des plombiers. Il y a des gens merveilleux. Ils ont une bonne vibration. Un être libre, quand il est en rapport avec l'être humain, c'est pas le fait que l'être humain est polarisé dans son mental qui est le problème. C'est qu'il y a sur la Terre des êtres humains qui ont une bonne vibration. Et c'est tout ce que l'être conscient cherche, qu'un être humain ait une bonne vibration. Quand un être humain a une bonne vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'esprit, qu'il y a un peu d'esprit. Et c'est tout ce que l'être conscient cherche. Si là, l'être humain qui est polarisé n'a pas une bonne vibration, à ce moment-là, un être conscient va mettre un arrêt sévère dans sa relation humaine. C'est évident parce qu'un être conscient, ça prend pas de merde de personne. Ça prend pas de merde de la personnalité. Ça joue pas le jeu de la personnalité. C'est totalement centrique. Par contre, faut pas penser que parce qu'un être est conscient, qu'il n'est pas capable de s'entretenir avec des êtres qui sont polarisés dans la mesure où ils ont une bonne vibration. La mesure d'un être conscient sur le plan relationnel, sur le plan de l'échange, c'est sa vibration. C'est pas le fait qu'il est polarisé. Si je rencontrais Dershowitz, puis Dershowitz avait une bonne vibration, même s'il est polarisé, il n'y aurait pas de problème. Mais s'il n'avait pas une bonne vibration, parce qu'il serait orgueilleux, ou trop orgueilleux, ou qu'il serait trop fanatisé par ses positions, là, c'est une autre chose. Mais s'il y avait réellement une bonne vibration, puis en général, les gens dans le monde qui sont un peu sophistiqués, les gens dans le monde qui sont à la tête du gouvernement ou des universités ou les gens dans le monde là, qui font tourner la planète ou les gens dans le monde qui amènent des idées dans le monde. En général, ce sont des gens qui sont très, très avisés de la polarité qui existe aussi parmi ceux qu'ils rencontrent. Donc, ces gens-là on va prendre un exemple, on va prendre William Buckley aux États-Unis. William Buckley, c'est un être extraordinaire. Absolument extraordinaire. Il est très polarisé, c'est normal qu'il est polarisé. Mais ils ont une sensibilité, ils ont une bonne vibration. Et c'est ça la mesure d'un être conscient par rapport à l'être inconscient polarisé. C'est pas le fait que l'homme, s'il faudrait qu'on attende que l'homme soit conscient, qu'il soit dépolarisé pour venir en contact avec l'être humain, on ne sera même pas ici à soir. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on peut être en contact avec l'homme, c'est parce que l'homme, il y a des hommes dans le monde qui ont de bonnes vibrations. Et ça sent, ça, quand un être a une bonne vibration. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui a une bonne vibration, ça peut être une personne polarisée, mais objective? Une personne qui a une bonne vibration, c'est une personne qui peut être polarisée, mais qui ne se nuit pas personnellement par un orgueil qui philistine sa conscience. Où il n'est pas trop...
il n'y a pas trop d'orgueil. Tu peux pas avoir trop d'orgueil, parce que de l'orgueil, c'est très, très machiavélique. De l'orgueil, c'est très dangereux, puis de l'orgueil, c'est très, très... Qu'un homme soit bien intelligent, qu'un homme soit bien, bien intelligent. On prend des hommes d'État, par exemple, on prend des chefs d'entreprise qui ont fait des choses. C'est évident qu'ils ont des gros égos, puis ils peuvent avoir un certain orgueil, mais ils ont une certaine finesse. Il faut qu'il y ait de la finesse. Puis la finesse, c'est quoi? Ça vient de l'esprit. La finesse, ça ne fait pas partie de l'âme. Ça vient de l'esprit. Fait que si cette lumière-là, puis l'esprit, c'est de la lumière, si cette lumière-là a réussi à passer à travers l'atmosphère, à ce moment-là, tu vas dire, bon, il fait-tu beau aujourd'hui? Vous avez des journées qui font beau? Il y a toujours des nuages, il fait beau. Tu sais, il y a toujours un petit peu de haze, mais tu vas dire, ah ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. Bon, mais il y a des gars, quand tu les rencontres, tu peux dire, ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. Autrement dit, c'est réellement un bel homme, cet homme-là. Ça passe l'esprit à travers l'atmosphère, là. Tu sais? Et c'est ça la condition pour qu'un être conscient établisse des relations avec un homme inconscient polarisé. Donc, il faut faire attention à l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est très, très, très malsain. Vous pouvez être très intelligent, vous pouvez avoir 3 doctorats, 10 doctorats, mais si vous avez de l'orgueil, à ce moment-là, vous ne bénéficiez pas dans le monde de ce que cette science-là accumulée culturellement peut vous amener, parce que les gens ne pourront pas vous sentir. Il est bien intelligent. Vous allez dire, il est bien intelligent, mais c'est un casse-pied. Il est bien intelligent, mais il se prend pour le nombril du monde. Il est bien intelligent, mais... Quand un homme est intelligent, tu es obligé de dire, oui, il est intelligent, mais... À ce moment-là, c'est quoi le mais? C'est de l'orgueil. Il y a une chance que si il rencontre des gens qui sont conscients, ça va casser. Ça va casser parce qu'un être conscient est dans sa personne. Savez-vous qu'est-ce que c'est la force d'un être conscient? C'est le fait, où elle est basée sur le fait qu'il n'a aucun moyen psychologique pour se comparer à un autre. Donc, un être qui est réellement conscient, là, qui a beaucoup d'identité, là, quand même qui rencontrera le pape, ou Napoléon qui reviendra, ou n'importe qui, un être conscient n'est pas capable de se comparer à un autre. Autrement dit, il est simplement en évolution créative quand il est en contact avec l'homme. Puis, ça fait qu'un être conscient, tu sais, comme que tu aies bien de l'argent, que tu aies 10 doctorats, ça va rien changer dans sa vie. Puis il est capable de te mettre en vibration à un point tel que tu vas te demander après ça si la valeur de ton argent ou la valeur de tes 10 doctorats tient encore. Ça fait que l'homme va devenir très conscient, puis l'homme va développer une grande centricité. Puis quand tu vas rencontrer des hommes dans le monde qui font des choses intéressantes dans la société, des professeurs, n'importe qui, à ce moment-là, s'ils ont une bonne vibration, ces gens-là, ben, il va peut-être apporter son petit grain de sel, puis avoir de la communication avec ça. Mais s'ils sont orgueilleux, parce que moi je considère l'orgueil le plus grand obstacle entre la conscience involutive et la conscience évolutive. Quand vous parlez de conscience, quand vous parlez d'orgueil, quel que soit votre niveau d'intelligence, vous ne parlez pas d'esprit. Vous parlez de mémoire, vous parlez d'acculturation, vous parlez d'un code génétique qui vous est favorable, vous parlez d'attitude mentale qui favorise votre émancipation psychologique, mais devant un homme conscient, ça n'a absolument aucune valeur. La personne orgueilleuse, où est-ce qu'elle a failli dans sa vie? Où est-ce qu'elle a créé cet orgueil-là et en même temps dispose d'une intelligence? L'orgueil, je vais vous donner, je peux vous en donner beaucoup dans la définition, là. L'orgueil, c'est une mesure fondamentale chez l'être humain qui lui fait savoir que malgré tout ce qu'il a, il ne va pas de l'avant. C'est ça l'orgueil. C'est pour ça que quand vous rencontrez des grands scientifiques, vous rencontrez des gars comme Einstein, Institut, Fermi, tout. C'est des hommes très simples, ils sont simples. Ça n'est quasiment aberrant quand ils t'invitent chez vous. C'est simple. Il n'y a pas d'orgueil. C'est des cerveaux. Bon. Quand tu rencontres un autre un petit peu en dessous de ça, là, des petits Napoléons, là, ça vaut pas la marque, vraiment. Puis quand tu es conscient, mais quand tu es inconscient, puis tu rencontres un petit Napoléon, mais tu regardes ses bretelles, tu regardes ses bottines, tu regardes ses bottes, tu regardes son cheval, puis tu dis, wow, il tient un beau cheval, puis moi, je n'ai pas de cheval de même. Puis il craque the whip, il frappe son fouet, puis les serviteurs marchent, puis tout marche, puis il crie fort, puis il parle fort, tu sais, parce qu'il est princier, l'orgueil, c'est princier. Mais tu peux pas frapper un fouet avec un homme conscient, il va te le faire manger ton fouet, s'il veut. Donc à ce moment-là, la plus grande réalisation de l'homme conscient, c'est qu'il rencontrera dans le monde de l'orgueil ou il rencontrera de la simplicité.
et automatiquement, il ira vers la simplicité, il ne sera pas influencé par l'orgueil. Parce que tout homme orgueilleux vit une démesure de lui-même, et cette démesure de lui-même, elle est basée sur le fait que dans le fond de son être, il y a quelque chose qu'il n'a pas encore maîtrisé. Et ça, c'est l'énergie de son intelligence. Ce qu'il n'a pas maîtrisé, c'est l'énergie de son intelligence. Wow. Tandis que la personne simple, elle aurait techniquement... La personne consciente, simple, aura maîtrisé l'énergie de son intelligence. Parce que l'homme ne rentrera pas dans la conscience mentale ou dans le contact avec les circuits universels sans maîtriser ça. Parce que c'est réellement maîtriser ça. L'homme inconscient doit maîtriser les connaissances. Quand on est inconscient, on va à l'université, on maîtrise les connaissances polarisées de la philosophie, des mathématiques, de la psychologie, on les maîtrise. L'homme qui vient en contact avec les circuits universels, qui étudie les mondes, qui sous-tendent la réalité matérielle ou systémique de notre planète ou de notre évolution, doit aussi maîtriser ça. Mais c'est pas la même sorte de maîtrise. Au niveau des sciences évolutives, au niveau des sciences purement expérientielles de la conscience évolutive, mais on maîtrise la mémoire. C'est de la mémoire. Puis quand un homme vient en contact avec les sciences, les grandes sciences universelles, c'est plus la mémoire que tu maîtrises, c'est l'éclatement de ta mémoire qu'il faut que tu maîtrises. Parlez-en donc de ça, de l'éclatement de la mémoire. C'est quoi l'éclatement de la mémoire? Ça se produit comment? L'éclatement de la mémoire, c'est le choc que crée dans tes neurones le feu cosmique qui fait partie du rayonnement qui lie l'homme matériel, l'âme incarnée ou l'esprit en vibration par rapport à des plans universels qui sont très vastes. Et quand ce feu-là vient en contact avec les cerveaux de l'homme, ça crée une transmutation, ça crée une opération, ça crée une transformation profonde de sa personnalité, et l'homme doit apprendre à maîtriser cette énergie-là, intégrer cette énergie-là, pas casser sous le choc constant que crée cette pénétration-là de ce rayon d'énergie-là. Et éventuellement, ça fait éclater sa mémoire. Tu sais, l'homme s'aperçoit que cette énergie-là est tellement grande que toute sa mémoire culturelle, la mémoire de sa race, la mémoire qu'il a développée à l'université, devient simplement des facettes extrêmement restreintes d'une plus vaste mémoire qui est le résultat du contact télépathique avec ces univers-là. Donc à ce moment-là, que tu parles de n'importe quoi, que tu parles de mathématiques, que tu parles de physique, que tu parles de chimie, que tu parles de psychologie, que tu parles de métaphysique avec les hommes, étant dans cette vibration-là, dans cette grande mémoire-là, qui est une réserve infinie de lumière, le reste de la science humaine sur la Terre, ça devient simplement des petites facettes fécales de notre intellect, puis ça n'a absolument aucune valeur. On s'en sert simplement pour rendre compte à l'homme, pour faire réaliser à l'homme qu'il est beaucoup plus que ce qu'il pense être. Ça sert à rendre compte à l'homme qu'il est en fait multidimensionnel. Ça sert à rendre compte à l'homme que tout est su, que tout est connu. Puis là, il commence à s'énerver parce qu'il dit, bon ben, si tout est su, tout est connu, ben là, c'est qu'on en fait, nous autres, tu sais. C'est qu'il y a à faire, le petit égo dans tout ça, que tout est su puis que tout est connu. Puis ça, c'est parce qu'il comprend pas ce que ça veut dire, que tout est su, que tout est connu. Parce que quand tu dis à un homme, tout est su, tout est connu, l'homme, il se rebelle parce qu'il a son libre arbitre. Puis il comprend pas que le libre arbitre, ça fait encore partie de la désinformation psychologique de l'ego. À travers tout le système psychologique de son moi, qui s'est instruit au cours des siècles, des philosophies, des psychologies, puis des sciences, puis des métaphysiques. Mais un jour, il va réaliser que le libre arbitre n'existe pas. Là, il se pas le temps, là, parce qu'il est encore dans l'évolution. Mais un jour, il va réaliser que le libre arbitre, ça n'existe pas. C'est une illusion cosmique qui fait partie de la programmation astrale de l'évolution. Puis là, il va dire, bon ben, comment ça se fait que l'homme n'a pas de libre arbitre? Puis on va être obligé de dire, mais libre arbitre, c'est qu'une situation temporaire, c'est une situation dans l'évolution de ton ego, le libre arbitre. Il faut là qu'on te dise que tu avais un libre arbitre, parce que si on t'avait pas dit que tu avais un libre arbitre, tu n'aurais pas été capable de développer des choix personnels pour en arriver à développer une conscience personnelle qui t'a ramené à développer une conscience égoïque, qui t'a amené à développer au cours de l'évolution une sorte de composante totale qu'on appelle la personnalité. Donc, tu ne seras pas sur la Terre aujourd'hui en tant qu'homme suffisamment évolué, suffisamment civilisé pour pouvoir prendre ton énergie, qui fait partie de tes émotions, ton intellect, puis ton corps physique, puis la mettre en mouvement pour créer une civilisation. C'est pour ça qu'on t'a donné un libre arbitre. Fait qu'on t'a joué un tour, on t'a mis une cagoule sur la tête pour que tu penses que tu t'es libre. Puis pendant que tu avais la cagoule sur la tête, mais tu réalisais qu'il fait noir là-dedans, puis qu'il doit y avoir quelqu'un en dehors de la cagoule, parce que c'est évident que tu vis pas d'une cagoule.
Mais pendant des siècles, depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, on a une cagoule sur la tête, puis on se pose des questions. D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, d'où est-ce qu'on s'en va? Puis les philosophes ont essayé de répondre ça. D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, puis d'où est-ce qu'on s'en va? Puis c'est dur de répondre d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, où est-ce que tu t'en vas quand tu as une cagoule sur la tête. Fait qu'aussitôt que tu viens pour répondre où est-ce que tu t'en vas, tu te cognes dans le mur. Aussitôt que tu viens pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais ici, tu t'aperçois qu'il fait noir. Et puis aussitôt que tu retournes en arrière, puis tu essaies de comprendre d'où est-ce que tu reviens. Mais tu peux pas savoir d'où est-ce que tu reviens parce que tu as une cagoule sur la tête, tu es déjà dans le noir. Fait qu'automatiquement, tu es fourré de tous les côtés. Fait que la fameuse question philosophique est totalement elle devient un impondérable, puis elle devient réellement un élément nuisible à la constatation de ton intelligence. Parce que si tu étais réellement intelligent, mais au lieu de t'occuper de la cagoule, puis au lieu de réaliser que la cagoule te crée crée une séparation entre toi et le monde extérieur, mais là, tu irais dans ta tête. Puis tu disais là, ben, qu'est-ce que c'est qui se passe? Là, je suis dans une cagoule ici, là, il fait noir, je peux pas répondre de ce que je viens, est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais ici? As-tu une réponse? Là, il y aurait une petite voix qui viendra, peut-être, elle serait peut-être petite au début, là, parce qu'il serait pas habitué, là. Il y a un petit voix qui disait, bon, reste là de même pour un certain temps, là, puis essaye de torcher le fait que tu es dans la cagoule, puis que tu vois pas, là, d'où ce que tu viens, que c'est que tu fais ici, d'où ce que tu t'en vas, puis tout à l'heure, on va te le dire. Fait que le gars, il reste dans sa cagoule pendant 1 an, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la civilisation, elle reste dans sa cagoule pendant 2000 ans, puis il y a un jour que la petite voix, elle arrive, elle dit, bon, ben ça, c'est une illusion de te demander d'où ce que tu viens, que c'est que tu fais là, d'où ce que tu t'en vas. Là, le gars, il dit, ben oui, mais c'est une illusion, ça ne doit pas être une illusion, puisque ça m'affecte. Puis là, la petite voix va dire, ça t'affecte parce que tu penses. Ben oui, le gars va dire, je pense, Chris, ça fait partie de moi de penser. Ah, mais là, la petite voix va dire, tu penses que tu penses. Ah, ben, je pense que je pense. Ah, là, il va commencer à sortir de la cagoule. La première chose, ah, je pense que je pense. Comment ça fait qu'il n'y a personne qui m'avait dit ça avant que je pensais que je pensais? Ben non, mais si t'as pas le temps, la petite voix va dire, si t'as pas le temps qu'on te dise que tu penses, parce que si t'as le temps, dans ce temps-là, que tu penses que d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, où tu t'en vas, c'est important. Puis là, vous dire, mais sacrément, 2000 ans pour que quelqu'un me dise, la petite voix, que je pense que je pense. Ah, ben, parle-moi en non plus. La petite voix va dire, si je t'en parle plus, tu vas sauter, la cagoule va peut-être te brûler dans la face. Fait que là, comme on sait, nous autres, ça va te brûler dans la face, la cagoule, on va attendre, on va voir ça dans la... La semaine prochaine, je te parlerai. Dans 2 mois, je t'expliquerai qu'est-ce qu'il y a après tu penses que tu penses. Fait que là, t'attends, là, t'es dans la cagoule. Puis là, comme t'es dans la cagoule, puis t'es habitué à la cagoule, mais là, tu reviens un petit peu à ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, où c'est que je m'en vais. Mais là, c'est plutôt où c'est que je m'en vais qui t'intéresse que plus que je viens, puis qu'est-ce que je fais ici, parce que la petite voix qui est venue, là, la petite voix qui te dit, tu penses que tu penses, là, tu commences à regarder, qu'est-ce que je m'en vais avec cette petite crise de voix-là. Fait que là, tu commences à polariser parce que t'as toute de la mémoire dans ta tête. Fait que là, tu te demandes, là, je suis fou, peut-être je suis fou. Là, tu cognes sur la tête de l'autre gars qui a une autre cagoule, tu dis, hey, je suis fou. Le gars, il dit, je sais pas, Chris, moi aussi, j'ai une cagoule, tu sais. Ça, c'est... Fait que, mais, c'est ta cagoule, puis tu cognes ta tête sur sa tête, puis le fait que tu cognes ta tête sur la tête de l'autre gars qui a une cagoule, ça te fait au moins savoir qu'il y a 2 cagoules dans le coin. Fait que t'es safe, au moins tu sais qu'il se passe quelque chose. Fait que là, tu te dis, bon ben, là, je te cite. Au moins, je te cite. Fait que là, tu sais que t'es pas illusoire, que t'es pas une illusion, que t'es pas mort. Tu sais, t'as cogné quelque chose, puis il y avait une autre cagoule. T'es content. T'sais. Fait que, t'écoutes la petite voix, elle vient 3 mois plus tard, puis 4 mois plus tard, puis là, elle devient un petit peu plus forte. Puis là, elle dit, hey, Jean-Paul, ah, Chris, tu connais mon nom? Non, on connaît tout, on connaît ton nom, on sait quelle année que t'es venu au monde, on sait même que c'est que tu faisais avant de venir sur la terre. Puis là, tu dis, ah, j'étais quelque part, moi, avant de venir sur la terre? Ben oui, Jean-Paul, t'étais quelque part avant de venir sur la terre. C'est parce qu'avec ton libre arbitre, tu pensais, puis on t'a coupé la mémoire quand t'es venu au monde, parce que si elle avait fallu que tu saches qu'avant de venir au monde, t'étais dans une autre incarnation en Afrique, t'étais un petit nègre, puis aujourd'hui, t'étais un vice-président de compagnie, tu t'as la honte. Fait que tu veux pas savoir que t'étais un petit nègre tout crotté en Afrique, au Congo. Fait qu'on te l'a pas dit. Quand t'es venu au monde, on t'a coupé la mémoire, Jean-Paul. Boum! Ah, mais là, tu dis, ouais, sacrément, c'est pour ça que j'ai pas de mémoire de ce que je viens. Fait que là, tu commences à répondre de ce que je viens. Puis là, tu dis, bon, mais là, je peux te savoir de ce que je viens, parce que cette question-là, je vais les demander depuis Socrate. Puis tu dis, ben, on peut pas te le dire tout de suite, parce que si on commence à t'expliquer trop d'où ce que tu viens dans le temps, là, Jean-Paul, tu vas penser que tu commences à savoir des affaires, puis dans ta cagoule, là, tu vas faire bien des vapeurs, puis tu risques de faire de l'overtime. Fait qu'on connaît tout ça, nous autres, on va attendre encore. Fait qu'au cours de l'évolution, de l'homme, de l'individu, mais éventuellement, il s'aperçoit que le contact avec l'extérieur de la cagoule commence à se faire, puis un jour, la question d'où ce qui vient, qu'est-ce que tu fais ici, d'où ce que tu t'en vas, elle n'existe plus. Donc là, il est dans un autre état mental. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus? Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont brûlé son cerveau.
Fait que quand ils ont brûlé son cerveau, la question n'existe plus, fait qu'à ce moment-là, il y a rien que des réponses. Fait que quand l'homme commence à avoir rien que des réponses, il n'y a plus de questions, il commence à être intelligent. Ah, il a-tu enlevé sa cagoule? À ce moment-là, il n'a plus de besoin de cagoule, il n'y en a plus. Mais il a-tu enlevé la cagoule? Il est parti. Elle est partie. Non. Ouais. Avez-vous déjà pensé à la place des arts? La place des quoi? Des arts? La place des arts? Oui, ça se présente bien ce que vous avez. Ah! Bonhomme, Oui. la cagoule, le monde, ils l'ont très bien identifié, elle arrive vraiment. On a effectivement surtout. Non? Vous autres, ce que vous dites, c'est la laine, la cagoule. Vous êtes conscient de la laine, la cagoule, elle vous frotte la peau, puis le survie psychologique, matériel. Ça, c'est la laine, la cagoule. Moi, je parle de la forme de la cagoule, l'état de la cagoule, la substance de la cagoule. L'homme n'est pas conscient de la substance de la cagoule. Il vit simplement la laine de la cagoule. Puis un jour, quand il est rendu au niveau de la petite voix, il commence à rentrer dans la substance de la cagoule. Puis là, la laine de la cagoule est moins importante. Puis quand tu rentres dans la substance de la cagoule, cette affaire-là, tu vas dire, les questions qu'on a, les questions psychologiques qu'on a, qui sont à la base même de la formation psychologique de notre moi, qui est à la base de la définition personnelle de notre être-té qu'on appelle la personnalité. Là, tu commences à relaxer un petit peu plus. Tu t'aperçois que, ouais, t'es pas si bête que ça. Tu commences à t'apercevoir que même si t'as pas de doctorat pis l'autre cagoule à côté de un, t'es pas si bête que ça. Parce que t'as ta petite voix qui commence à parler. Tu commences à t'habituer à ta petite voix. Tu commences à réaliser que, ouais, avant, tu pensais parce que ta petite voix t'avait pas identifié. Puis là, tu t'identifies, elle dit, hey, Jean-Paul, comment ça va? Avant, si ta petite voix t'avait identifié, tu serais allé voir tout de suite le psychologue ou l'autre cagoule. Donc, à ce moment-là, là, tu commences à dealer avec cette voix-là. Là. Puis c'est nouveau parce que c'est un gros chat à l'ego. Parce que quand tu commences à entendre parler de cette petite voix-là dans ta tête, là, tu commences à te poser des questions. Tu fou? Première question qui vient. Ça fait partie de la cagoule. Tu fou? J'entends des voix ou j'entends une voix. Puis là, ben là, tu commences à faire de la stime en dedans. Tu dis, es-tu bonne la petite voix? Ta mémoire. Es-tu bonne la petite voix ou elle est pas bonne? Tout d'un coup, c'est pas une bonne petite voix. Je suis en contact avec l'astral ou je suis en contact avec mon double ou ma source ou whatever. Fait que là, tu fais encore tu t'énerves pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis un jour, ben, tu commences, si t'es capable de supporter le phénomène de ce contact-là avec les plans subtils, éventuellement, la polarité du bien, ou du bon ou du mauvais, ou de ta petite voix à brise. Tu t'inquiètes plus. Si es-tu bonne ou est pas bonne? Puis graduellement, mais tu deviens intelligent. La définition la plus valable pour le moment de ce que l'intelligence est, c'est la destruction totale de toute forme de polarité qui peut mettre l'homme dans un état de siège psychologique. Un état de siège. Ouais. La polarité, ça met l'homme dans un état de siège psychologique. C'est terrible, la polarité. Parler des obsessions. N'importe quoi. Toutes les polarités. L'obsession, la paranoïa, l'inquiétude, c'est toute la polarisation du mental à travers les émotions. Donc, une personne qui a réponse, par la petite voix, qui a réponse à tout devant n'importe quelle situation, est donc libérée, donc est dégagée. C'est pas tellement que tu as réponse à tout par la petite voix, c'est que tu es capable de comprendre quand est-ce que la petite voix essaie de te fourrer. Parce que la petite voix, faites attention, hein. Parce que si vous pensez 1 minute que c'est la petite voix qui va te saluer, vous avez une illusion. La petite voix, elle va essayer de vous fourrer jusqu'à temps que vous soyez plus capable. Quand tu n'es plus capable de te fourrer la petite voix, parce que si elle te fourre la petite voix, t'es fini, hein. Tu deviens dingue, tu t'en vas en grande bâtisse. C'est avec ça que les psychologues travaillent. Il y en a bien du monde qui ont des petites voix. Même pas des autres des intelligents. Mais si tu es capable de réaliser que la petite voix teste pour voir si tu es capable de la prendre d'une façon créatrice, c'est-à-dire pas la polariser, ben à ce moment-là, ben, là, tu deviens intelligent. Mais elle va tout essayer de te fourrer la petite voix. Parce que si elle te fourrait pas la petite voix et qu'elle te donnait réellement de l'information de même, tu deviendrais réellement un magicien. Tu deviendrais réellement, tu pourrais regarder n'importe quoi, tu connaîtrais les événements du monde, tu pourrais même t'enrichir, tu iras aux courses, puis tu pourrais t'enrichir. Fait que la petite voix, avant que la petite voix puisse te donner de l'information directe de même, tu vas être obligé de voir à travers son jeu. Puis ça fait partie de l'initiation solaire, ça fait partie de la transmutation de son mental. Fait que c'est pas une sécurité que l'homme ait accès à sa petite voix, mais c'est déjà un début de son évolution, que l'homme sache que, ayant accès à sa petite voix, c'est le début de la réalisation qu'il pense qu'il pense. Mais l'accès à la petite voix, si elle nous polarise, dans quelle mesure on peut s'en sortir? C'est pas que la petite voix vous polarise, c'est que la petite voix
La petite voix, quand elle passe, vous êtes déjà polarisé. Fait que c'est vous autres qui a polarisé. C'est nous autres qui polarisent. Ouais. Parce que la petite voix, elle va avoir tendance à te faire plaisir à cause. Parce que le rayon du soleil, il passe à travers l'atmosphère. Fait que quand tu passes à travers l'atmosphère, mais il est varié. Fait que la petite voix n'est pas clean, n'est pas. Il y a une déviation. Il y a une déviation. Il y a de la réfraction, là. Tu sais. Puis c'est l'ego qui fait ça. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, le phénomène de la petite voix, puis c'est pour ça que c'est pas conseillé que les gens essayent de jouer au jeu de la petite voix. Ce qui est important pour l'être humain, c'est de savoir que la petite voix va toujours essayer de te fourrer jusqu'à temps que tu vois à travers. Quand tu vois à travers la petite voix, tu n'as plus de problème. Tu es dans ton identité. Et c'est ça que l'homme connaîtra. Mais vous parlez du jeu de la petite voix. Si l'individu veut être conscient, est-ce qu'il doit laisser venir la conscience? Tu peux pas vouloir être conscient. Ça, c'est encore de l'ego. C'est un autre. C'est une forme de l'homme, la seule chose que l'homme doit chercher sur la terre, c'est d'être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, ça demande déjà un état de conscience. Mais si l'homme va avoir la petite voix pour être conscient, c'est la même chose que l'homme qui va dire, bon, ben, je vais aller aux Indes faire du yoga pour pouvoir l'éviter. Ça, c'est chercher un truc pour un petit peu altérer le fait que ça devient plat. Mais l'homme... Est-ce qu'il y a des gens polarisés qui sont bien dans leur peau? Il y a des gens polarisés qui ont l'impression d'être bien dans leur peau jusqu'à temps que ça aille mal. Ouais. Mais on peut avoir l'illusion d'être bien assez longtemps. Ah, tu peux avoir l'illusion d'être bien très longtemps parce que ça fait partie de ton karma. Mais ça change pas le fait que le vide. Bon, entre un individu polarisé qui est bien pendant un certain temps, oui. Puis un individu qui, en se conscientisant, se rend compte qu'il n'est pas bien dans sa cagoule, quelle est la meilleure position? Pose-moi longtemps, Entre un individu qui est polarisé et qui est bien un certain temps, ça peut durer 30 ans, 40 ans, à cause de la consommation. Et puis un individu conscient qui, dès qu'il prend conscience de sa cagoule, se rend compte qu'il n'est plus bien, absolument tout le temps. Ouais, mais ça, c'est une affaire d'évolution d'âme. Un homme qui n'est pas très évolué, va pas être, va fonctionner au niveau des sens. Puis, tandis qu'un homme qui est évolué, un homme qui fait une recherche intérieure, qui est un signe d'évolution, il va pas commencer à prendre conscience du phénomène de la cagoule. Okay. Mais ça, c'est une affaire d'évolution. OK. Donc, un jour ou l'autre, on est saturé, puis dans cette saturation, un jour ou l'autre, au cours de l'évolution, l'homme va être obligé d'en arriver à prendre conscience. Que tu prennes pas conscience aujourd'hui que tu préfères être dans la drogue, puis d'être dans la musique, puis d'être dans un club, puis d'être dans la guidonnerie, puis d'être dans un gros char, puis d'être dans des sauts blancs avec des ciels blancs, ça fait partie de ton expérience. Ça prend tout ça de monde par un monde. Mais il y a du monde dans le monde qui font de la recherche. Ces gens-là, bon, ce sont des êtres plus avancés, puis ce sont ces êtres-là qui en arriveront éventuellement à comprendre le phénomène de la cagoule, pour en arriver un jour à passer du plan astral au plan intellect, pour en arriver un jour pour que l'homme en arrive un jour à arrêter de mourir. Il faut que ça arrête sur la mort sur le plan matériel. Ça veut pas dire arrêter de mourir dans le sens que l'homme va garder son corps physique indéfiniment, mais que l'homme un jour peut sortir de son corps physique puis aller sur le plan intellect au lieu de mourir puis à vivre la mort de la pensée, parce que dans la mort, la pensée n'existe pas. Donc un jour, l'homme conscient va en arriver à, quand il va arriver à un certain âge, il va lâcher son enveloppe, passer du plan intellect, puis là, la conscience continue. La même conscience qu'il y avait ici, seulement dans une enveloppe beaucoup plus subtile. Fait que la mort n'existe plus. C'est ça l'immortalité de la conscience. Pour que l'homme en arrive à ça, mais il faut qu'il soit suffisamment évolué au niveau de l'âme, il faut qu'il fasse une certaine recherche, il faut qu'il en arrive un jour à se retrouver, puis ça fait partie de la conscientisation de l'homme. Il y a des gens qui vont dire, bon ouais, moi je suis bien, là, je bois bien, puis je me promène dans 747. Puis ça fait partie de son statut évolutif. Vous allez dire des fois, parce qu'on regarde à côté de nous autres, des fois on va dire, tu bien lui, hein? Il y a 3 blondes, puis il y a une maîtresse, puis il y a un gros char, puis il fait de l'argent, puis une bonne job, puis moi que je suis en dessous de la cagoule, puis j'essaie de comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est parce que l'homme se compare. Si vous comparez au gars qui a pas l'impression, qui est pas conscient de la cagoule, puis qui est un gros char, puis qui a ses 3 guidons, ça, vous avez un gros problème d'identité. Merci beaucoup, Bernard. On prend un arrêt de 20 minutes et on revient.